Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau point lecture que j'avais déjà tourné. En plus, je vous l'avais tourné à l'extérieur, ça faisait du bien, sauf que là, le temps menace, donc j'ai pas envie de me faire tremper, hein, clairement, je suis pas, voilà, pas fan de mouiller mes livres, comme qui dirait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 livres que j'avais déjà présentés au final, voilà, hein. Je kiffe de refaire tout le temps la même chose. Donc, on va commencer par parler de La prophétie d'Avignon de Emmanuel Rémagnan, Pascal Fontani, paru aux éditions Michel Lafon. On enchaînera avec Utopia de Victor-Emmanuel Brett, paru chez Inceptio. Et on terminera par Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin au livre de poche. Allez, c'est parti. Donc, La prophétie d'Avignon. Alors, je vous en avais parlé en vous disant que moi, ça me faisait penser au niveau du titre et tout ça, même du résumé, un peu à une saga de l'été. Et il s'est avéré, quand j'ai fait mes recherches, que c'était vraiment une saga de l'été. Donc, je suis passée à côté, c'est passé en 2007, donc moi j'avais 27 ans. Je travaillais beaucoup à cette époque-là, la télé. Je regardais, mais sans plus. Alors après, c'est toujours pareil, hein, la télé, je regarde sans plus. Et donc du coup, je suis passée à côté de cette saga de l'été. C'est dommage parce qu'en fait, au final, par contre, ce livre est une lecture plutôt mitigée pour moi. C'était pas du tout désagréable à lire, hein, pas du tout. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Alors il y a un nombre incalculable de morts. Faut pas être l'ami d'Estelle là-dedans. Mais voilà, donc je vous resitue l'histoire. On suit Estelle Esperanza qui est conservatrice au Palais des Papes à Avignon. Et elle a pris le relais en fait de son grand-père, hein, qui a travaillé toute sa vie au Palais des Papes. Elle va faire une découverte un jour, avec son grand-père d'ailleurs, hein, parce que lui, il a consacré sa vie à chercher la prophétie d'Avignon qui a été évoquée par le pape Jean XXII. C'est ça. Jean XXII, et donc du coup, son grand-père a passé sa vie à chercher cette prophétie, et il lui a toujours dit à elle qu'elle était l'élue et que c'est elle qui découvrirait la profession, enfin la prophétie, et que c'est grâce à elle que, entre guillemets, ça s'accomplira. Voilà. À côté de ça, il y a une confrérie maléfique qui recherche cette prophétie. Donc ce sont les frères de Judas. Et les frères de Judas vont essayer de récupérer la prophétie, de récupérer tout ce que Estelle va découvrir en commettant des meurtres, si c'est nécessaire, ou non d'ailleurs, hein, mais bref. Voilà. Donc, tout est... Alors, c'est vraiment ficelé pour la télévision, parce que les événements s'enchaînent à vitesse grand V. Moi, j'ai envie de vous dire, c'était très intéressant. Il y a des secrets de famille, on apprend, voilà, des trucs... apprendre. Voilà. On parle un peu de Nostradamus dedans. Si vous ne connaissez pas, c'est un célèbre... pas prophète, mais voyant, qui a fait énormément de prédictions sur ce qui se passerait à l'avenir. Et ces prédictions vont très loin d'ailleurs. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. C'est terrible, je perds le fil de mes idées. Oui, donc c'est plein de secrets de famille. Les événements s'enchaînent, mais alors c'est bam, 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 ça s'arrête pas. Sauf que ça manque de crédibilité, dans la mesure où le grand-père, il a passé sa vie à chercher, il a pas trouvé un quart de ce que elle va trouver en 10 jours, quoi. Alors oui, ok, c'est peut-être l'élu, ou pas, parce que je vais pas vous le dire quand même, mais
voilà, en 10 jours, il se passe beaucoup trop d'événements. Alors, bon, on va parler de destin, de hasard, c'était peut-être le bon moment pour que les événements et que les indices soient trouvés, mais c'est un peu trop rapide à mon goût. Il y a une petite romance là-dedans qui est un peu what the fuck. Hein. Certains personnages m'ont laissé particulièrement perplexe, notamment, je crois que c'est Elsa qu'elle s'appelle, sa colocataire, qui était mariée avec son meilleur ami à elle. Mais j'avais envie de la baffer en fait, qui pense qu'à elle, qui a l'impression que le monde ne tourne que autour d'elle, enfin, ouais, ok. Donc ouais, c'était une lecture sympa. Alors après, il y a des trucs, on s'en doute, d'autres, on se pose des questions, finalement c'est pas ça. Donc c'était pas mal. Mais ouais, vraiment, enfin, on voit bien que c'est parce que c'est le livre qui a été tiré de la série au final. Hein. On voit bien que c'est calibré télé. Voilà. Pour moi, c'est trop facile, mais c'est pas du tout déplaisant par contre à lire parce que ça se lit très vite. Après, le truc qui m'a manqué, c'est que je me suis pas spécifiquement attachée au personnage, hormis, comment il s'appelle? Abdel, je crois. Ouais, je crois que c'est Abdel, je suis pas sûre, mais qui est le mari de son meilleur ami. Voilà. Lui, je l'ai bien aimé. Les autres, j'ai eu du mal à m'attacher. Voilà, clairement. Et son petit frère Julien, qui est très déboussolé comme garçon. Hein, voilà. Bref. Donc, on va passer vite fait sur ce livre. Ensuite, Utopia de Victor Emmanuel Brett, et je me retrouve devant le même problème que quand j'avais tourné cette première vidéo. Comment vous en parler? Alors, Utopia, ouais, je bloque, clairement. Donc en fait, on se trouve à Elysia, qui est une cité qui a été fondée après le cataclysme, donc qui s'est passé donc au XXIe siècle, suite à la perfidie, la cupidité des hommes, la destruction massive de la planète. Enfin, voilà, vous imaginez les animaux, tout ça. Enfin bref, la Terre s'est rebellée. La race humaine s'est pratiquement éteinte. Il est resté des survivants qui ont fondé Elysia. Et en fait, Elysia, c'est une utopie, c'est-à-dire que la paix doit régner, mais la paix est bien particulière. On est dans un système de caste où il y a les lambdas, je crois, les theta et les psi. Donc les lambdas, si je dis pas de bêtises, alors vraiment vous voyez à quel point ça a été confus dans ma tête. Je crois que c'est les gens qui vivent, qui sont au bas de l'échelle, c'est-à-dire qui travaillent, parce que tout le monde travaille, hein, il n'y a pas de chômage, tout le monde a une activité. Et donc la journée, tu travailles, et le soir, tu t'avines, hein, en faisant la fête. Tout le monde picole là-dedans, c'est génial. Et pour retourner au travail le lendemain, tu te bouffes une petite pilule, histoire de ne pas avoir besoin de dormir, ou très peu. Donc déjà, vous entendez ça, vous commencez à vous dire, ouais, on te fait un gros lavage de cerveau quand même, hein. Parce que la vie, c'est pas que ça. Donc, les gens ne se reproduisent plus entre eux. Les enfants sont faits par éprouvette, en fait. Et ils sont élevés dans ce qu'on appelle des pensionnats. Donc ça, c'est la basse classe, entre guillemets, la populace.
Ensuite, au-dessus d'eux, il y a les gens qui sont scientifiques, les psys, alors c'est les, entre guillemets, les politiques, les têtes pensantes, parce qu'il n'y a pas que des politiques, mais c'est vraiment les gens qui gouvernent, voilà, qui sont d'une intelligence supérieure, et qui manipulent bien leur petit monde, puisqu'il faut dire ce qu'il y est, puisqu'ils font des expériences sur des personnes, comment vous expliquer, qui ont des pouvoirs. Alors, on va reprendre après, là c'était pour vous expliquer un peu les castes. Ensuite, il faut savoir que vous ne rentrez pas à Elysia avant d'avoir 18 ans. Comme je vous ai expliqué, vous naissez dans une éprouvette, donc vous n'avez pas de famille. Vous êtes élevé dans un pensionnat avec d'autres enfants. Et à vos 18 ans, vous devez passer le test de l'Optimus, qui est une espèce de machine dans laquelle vous rentrez. Et selon comment vous réussissez l'épreuve qu'il y a à l'intérieur de cette machine, soit vous êtes un lambda, soit vous êtes un theta, soit vous êtes un psy. Voilà. Et donc cet Optimus détermine aussi si vous êtes un prodige. Donc un prodige, c'est les gens qui ont des pouvoirs. Vous n'êtes pas censé avoir de pouvoir à Utopie, enfin à Elysia, puisque le monde doit être parfait, entre guillemets, cela s'entend. Donc tout le monde sur un pied d'égalité. Alors j'aime bien quand ils disent ça. Voilà, voilà. Mais vous n'êtes pas censé avoir de pouvoir, puisque les gens qui ont du pouvoir pourraient renverser le gouvernement. Hein, c'est un petit peu une histoire de ça. Donc, on va suivre Elias et Kane. Donc, Elias est déjà rentré à Elysia pendant qu'il était au pensionnat. C'était 6 mois à peu près avant ses 18 ans, avec son meilleur ami Tom. Un jour, ils sont lancés un petit défi, tous les deux. C'était un peu des casse-coups. Et donc, ils ont vu un peu comment ça se passait là-bas. Donc, bon, entre guillemets, le bon côté de la chose. Hein. On fait la fête, pump it up. Et donc voilà, donc ils ont passé après 6 mois au pensionnat où ils avaient plus vraiment trop de droits. Mais c'était des grosses stars, hein, tout le monde les surkiffait parce qu'ils avaient déjà pénétré à Elysia. Tom est né avant Elias, donc il a passé l'épreuve de l'Optimus avant Elias. Sauf que Elias n'a pas eu de nouvelles de Tom pendant les mois qu'il restait, 3 mois je crois, il lui restait encore 3 mois quand Tom est parti. Aucune nouvelle. Bref, donc quand il est rentré au Optimus, il était tout content, il s'est dit ouais super, je vais retrouver Tom, enfin bref. Et ça ne va pas vraiment se passer comme ça, c'est-à-dire qu'il va être récupéré alors par Maya, qui est membre de l'Unisson, donc des rebelles au système. Donc c'est tous des prodiges, hein, qui sont en dehors d'Elysia, qui ont créé leur propre communauté. En parallèle de ça, le même jour que Elias, qui passe l'Optimus, Kane va rentrer lui aussi et va passer les épreuves et il va être déclaré psy. Voilà. Donc Kane va faire ses preuves très vite. On va lui confier des missions qu'il va réussir. Après, c'est quelqu'un de très retors, Kane. Il est très manipulateur, très machiavélique. Après, on apprend à la fin de l'histoire le vrai but de Kane. Mais c'est un personnage, moi j'ai eu du mal à le cerner, qui m'horripilait par moments. Alors après c'était très intéressant, hein, il est très bon manipulateur, il magouille bien, hein, franchement au niveau politique il s'y connaît. Mais un peu compliqué, et il y avait des moments, enfin j'avais envie de le baffer. Voilà. Elias c'est un personnage plus attachant. Après il y a des questions qui se posent, il s'en va dans la communauté de l'Unisson. Alors on fait un bond en avant d'un coup, il s'est passé plus de 6 mois, mais en fait, bah ouais, mais tu t'es pas posé de questions, où était Tom, qu'est-ce qui s'est passé, t'as pas essayé d'aller voir si tu pouvais le trouver, enfin, je veux bien que tu apprennes à vivre avec la communauté, mais voilà. Alors après,
Est-ce qu'il s'est posé la question pendant ces 6 mois et on ne l'a pas su? Bonne question. Puisque le problème de ce roman, qui est bourré de choses intéressantes, mais vraiment il y a des idées qui sont géniales, mais qui ne sont pas exploitées correctement. C'est-à-dire que, je suis désolée de vous le dire, monsieur Brett, mais on ne peut pas lâcher des idées comme vous l'avez fait, en les balançant comme ci, comme ça, et en n'exploitant pas. À la fin de l'histoire, je suis d'accord, on a des réponses. Le problème, c'est que pendant tout le roman, mais tout le roman, vraiment, hein, c'est que on s'est posé des tonnes de questions auxquelles on n'avait pas de réponse, et elles sont arrivées sur les 20 dernières pages. Ben non, parce que nous, on s'est, entre guillemets, bouffé plus de 600 pages en se posant des questions qu'on n'a pas compris. Et j'ai pas envie de regarder les 20 dernières pages et d'aller regarder au milieu du roman, aux 3/4 du roman, au début du roman, à quoi ça correspondait. Niet. Je vais pas me faire des nœuds au cerveau, quoi. Alors, en plus, il y a des passages qui sont hyper fluides, et là, j'étais à fond dedans, c'était génial. Et puis, vous retombez, 40 pages plus loin, et je recomprends plus rien. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Il y avait tellement à faire, moi, je suis tellement déçue. Ben non, quoi. Voilà, donc ça a été une lecture extrêmement mitigée pour moi, et pourtant j'en attendais tellement, et j'ai pas été toute seule parce que toutes les filles, on a toutes eu le même ressenti. Vraiment, hein. C'est-à-dire que on n'a pas tout compris. Moi, il y a encore un truc sur Tom à la fin, j'ai pas compris, hein. Donc voilà. Mais bon. Je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, il n'est pas désagréable à lire, mais et de toute façon, c'est pour ça qu'à partir du 12 juillet, on va enchaîner avec le tome 2. Parce que sinon, est-ce qu'on aura envie de se replonger dedans? Pas sûr. Hein. Et je vais terminer avec une excellente lecture. Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Donc je vais aller très vite dessus. On suit Justine qui a 21 ans, qui est aide-soignante aux Hortensias. Elle est orpheline, ses 2 parents sont décédés dans un accident de voiture, ainsi que les 2 parents de son cousin Jules, avec qui elle a été élevée du coup par ses grands-parents. Donc derrière tout ça, il y a un très gros secret de famille qu'on apprendra au fur et à mesure des pages. Et Justine est très proche d'une pensionnaire des Hortensias qui s'appelle Hélène. Et Hélène lui raconte sa vie. Donc Hélène, elle a beaucoup de moments d'absence, mais quand tout va bien, elle lui raconte sa vie avec Lucien, qu'elle a rencontré en 1933. Donc elle ne savait pas lire, elle était considérée un peu comme l'idiote du village, alors très bonne couturière, mais elle a lâché l'école très vite puisqu'elle n'arrivait pas à lire. Alors son trouble, maintenant, très connu, mais à l'époque... on pensait que vous étiez bête. C'était juste de la dyslexie. Hein. Voilà, ma maman est dyslexique et elle est pas bête. Quoi, hein, mais dans le temps, c'était pas du tout vu de la même façon. Et donc, Lucien va lui apprendre à lire, puisque Lucien va lui apprendre à lire en braille au début. Puisque son papa à lui, à Lucien, était aveugle. Voilà. Donc il a appris à lire en braille, pensant toute sa vie, puisque c'était une maladie héréditaire, qu'il allait en être atteint. Et au final, il s'avérait que non. Donc lui, il a appris à lire le braille pour se débrouiller dans sa vie plus tard. Voilà. Sur fond de tout ça, il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale, la déportation, Hélène qui va devoir se débrouiller. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est un roman, voilà. Donc moi, j'ai travaillé en maison de retraite pendant très longtemps. J'ai un amour profond pour les personnes âgées, pour les histoires qu'elles nous transmettent.
Et voilà, et lisez ce livre, il est vraiment formidable. Enfin, voilà, il vous fait vous passez par plein d'émotions, par le rire, par parce que Justine elle a pas la langue dans sa poche. Euh, et voilà, et enfin, il est magnifique. L'histoire d'amour est tellement belle. Enfin voilà, je ne peux que vous le conseiller. Donc c'était ce petit point lecture qui au final est plus long que la première fois, mais bon, c'est pas grave, hein, je parle, je parle, je parle. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà lu un de ces livres. Des petits pouces en l'air me font toujours plaisir, des petits commentaires aussi. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez si vous voulez. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!